Bonjour à toutes et à tous, bonjour les confinés, bonjour à nous qui sommes également confinés dans notre studio, mais rassurez-vous, nous ne passons pas 24 heures sur 24, évidemment, dans ce studio, avec la présence de Thomas. Ouais, Thomas. Mais non, mais pas là hier, on m'a déjà oublié. Thomas Anthony, alors Thomas à ma gauche, back. Thomas Dubois is back. Salut, Voilà, Anthony. vous venez pas tous les jours, Thomas? En ce moment, non. Non, qu'est-ce que vous faites quand vous venez pas? Je suis confiné chez moi. Vous êtes confiné, je bon, passe du temps d'accord. avec mon fils, avec ma compagne. Voilà, très bien. Vous devriez Et le puis faire vous aussi. Anthony Quindroit, Qui est fidèle au rendez-vous. qui est fidèle Bonjour. au rendez-vous. Bonjour à vous deux. Et puis on est très content d'être avec vous. Allez, je rajoute encore un trait parce que ça nous fait plaisir. On va encore faire cette émission ensemble avec vos commentaires, avec votre participation, avec vos questions. Un programme très dense et très chargé aujourd'hui. On aura notamment Nicolas Denis, le directeur général du Crédit Agricole Normandie-Seine. Préparez toutes vos questions pour votre relation avec vos banques. On vous répondra. Le docteur Olivier Sansinena, notre ORL consultant, répondra à vos questions. On va voir aussi le témoignage confidence d'un infirmier anesthésiste. Ça commence maintenant, c'est ligne ouverte avec vous. Voilà, n'hésitez pas, j'ai l'oreillette et je vous entends. Donc dès que vous intervenez, vous questionnez sans attendre. Je restitue sur le plateau à nos journalistes et à nos experts qu'on va avoir en ligne. Oui, en ligne, vous le savez, parce que personne d'autre sur le plateau. Tous nos invités, tous nos experts, on les a au téléphone. Et je le répète ici, on désinfecte tout après chaque émission et nous respectons sur le plateau. Si on a un plan large de Martin Torrent, notre cadreur plateau, vous voyez, on voit que nous respectons les distances d'espacement social. Distanciation Les sociale. distances, la distanciation sociale. Alors, donc, la une de Paris-Normandie, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er avril, ça n'est pas un poisson, bien sûr. Moi, c'est un titre, messieurs, qui me fait plaisir. Le Made in France fait son retour. Voilà le titre que nous a préparé toute, j'ai envie de dire, la bande des journalistes de Paris-Normandie avec son rédacteur au chef également. Est-ce que c'est le retour de l'industrie française qu'on avait négligé depuis un certain temps? Alors, est-ce que c'est le retour de l'industrie française? En tout cas, on se rend compte qu'on ne peut plus se contenter de tout envoyer à l'étranger sous des prétextes de coûts, etc. Donc, on est obligé de rapatrier aujourd'hui une partie des activités, que ce soit notamment pour la création de masques, pour la fabrication de masques. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui une volonté de refabriquer en France des produits qui ne l'étaient plus, parce qu'il y a l'urgence aussi. Donc, il faut activer tout le milieu industriel, il faut sécuriser les approvisionnements de matières premières. Enfin, voilà, il y a un gros boulot à faire autour de tout ça. Le coronavirus pose plein de questions, plein de changements, et notamment sur la question de la mondialisation. Effectivement, Anthony, on s'aperçoit que c'est peut-être le retour du Made in France, mais c'est surtout aussi qu'on se rend compte que plein de choses sont parties à l'étranger, et peut-être à tort, ou en tout cas peut-être avec trop d'excès. Axel Kahn en parlait d'ailleurs hier, au niveau des molécules, par exemple, pour les médicaments. Il y a des choses qui sont fabriquées en Inde et en Chine, et ça va être compliqué. Alors, messieurs, on vous dit sur les réseaux, on vous dit bravo pour trouver des nouveaux sujets tous les jours, hein, effectivement. Et je note d'ailleurs que Thomas Dubois, quand il nous parle du Made in France, il met la marinière d'Arnaud Montebourg. Mais c'est la marinière à l'envers, parce que Arnaud Montebourg, ce sont les bandes blanches qui sont les plus larges. Vous l'avez fait exprès, Thomas? Pas du tout. Pas du tout. C'est votre style jeune, décontracté? On va dire ça, ouais. Non, c'est parce qu'il est toujours en avance sur les Bon, sujets. et puis alors, sur les réseaux, il y en a aussi pour Anthony Quindroit, puisque, petit clin d'œil, on nous dit jolie chemise aujourd'hui. Vous l'avez choisi en pensant à ça devient un l'émission. running gag. Écoutez, moi, je dis que je Mais restitue je fidèlement vous la- remercie. Bon. J'essaierai de vous surprendre chaque Alors, jour on un peu plus. commente tout de suite le contenu de Paris-Normandie aujourd'hui. Encore une fois, je le répète, un journal qui devient de plus en plus un dossier complet sur la crise. Messieurs, à vous de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on Anthony. trouve dans Paris-Normandie aujourd'hui? Alors, justement, on parle des industriels qui sont actuellement sur le front, comme ça a été titré. On revient aussi sur une entreprise normande qui a été choisie pour fabriquer des masques. Alors, non pas des masques chirurgicaux, non pas des masques médicaux, mais des masques qui seront destinés aux travailleurs. Et un dossier sur les sans domicile fixe que j'ai eu l'occasion de traiter, notamment parce qu'on nous posait beaucoup de questions ici sur ce plateau, y compris sur qu'est-ce qui se passe pour les sans domicile fixe, ceux qui sont à la rue à l'heure où tout le monde est censé rester chez soi. Alors certains, il y a des centres d'hébergement qui ont été ouverts, il y a des choses qui sont faites, mais il y en a beaucoup aussi, la réalité est toujours un peu plus compliquée que ça, il y en a beaucoup qui souhaitent aussi rester dans la rue. Et l'hôpital psychiatrique, où, comme l'indique ce titre, les patients sont testés. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient, y compris dans l'hôpital psychiatrique, sur les équipements, le manque de masques. On a eu beaucoup de remontées de soignants très inquiets. Et puis le 106, juste à côté de chez nous, ici, sur les bords de Seine, qui va devenir un centre dédié aux
personnes qui sont soupçonnées d'avoir le coronavirus, de pouvoir venir consulter sans engorger forcément les cabinets médicaux. Je salue Mathieu, Laurent qui est avec nous. Voilà, c'est pas que je l'individualise par rapport à tous les internautes qui nous suivent, c'est parce que c'est un fidèle. Voilà, il fait partie de tous ceux qui sont très régulièrement avec nous. Il salue d'ailleurs votre coiffure, Mathieu Laurent. Il dit même coiffure qu'Arnaud Montebourg. Je lui laisse la responsabilité de cette comparaison. Ça, c'est pas très sympa. Voilà, on revoit cuisine étoilée pour les hôpitaux. On avait vu ça tout à l'heure. Alors ça, c'est effectivement un chef, David Gallienne, qui va réaliser des plats pour les soignants. Voilà, c'est un chef qui est étoilé et qui tient le Jardin des Plumes dans l'Eure, à Giverny. Voilà. Et de toute façon, tout à l'heure, Anthony, on ira, grâce à la rédaction locale de Vernon, David Goudet, on ira en image d'ailleurs retrouver ce chef de restaurant. Donc je vais pas trop en dire sur ce sujet. Non, voilà. Vous ne spoilez pas. Divulgaché. La suite. Alors, quelques informations, notamment pour intégrer notre travail en commun, cette émission que nous faisons ensemble. Hier, pour la première fois, on a lancé un appel vers vous pour vous dire, voilà, vous voulez intervenir dans l'émission par téléphone, vous voulez nous envoyer des vidéos, ne vous privez pas. On inscrit d'ailleurs à l'écran le site internet, enfin l'adresse mail et puis le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous appeler. Et ça a marché puisque vous verrez dans la deuxième partie de l'émission, eh bien, nous allons prendre 2 internautes qui nous ont contactés justement. Et vous allez voir de belles initiatives solidaires. Et puis, la question nous a été souvent posée, Thomas et Anthony, comment on fait pour s'abonner à Paris-Normandie au numérique et même au papier? Eh bien, voilà, on vous le montre à l'écran. Vous allez sur parisnormandie.fr et sur la page d'accueil, tout simplement, la première page sur laquelle vous arrivez, eh bien, en haut à droite, vous avez ce petit rectangle jaune où on vous incite à cliquer pour découvrir les formules d'abonnement. Vous tombez sur différentes formules, vous verrez, c'est simple, convivial et vous vous laissez guider. On le redit, Anthony et Thomas, voilà, soyons tous solidaires. Nous, on est solidaires avec vous pour continuer à vous informer en information régionale de proximité, fiable, vérifiable. Et puis vous nous aidez en vous abonnant au papier, en offrant l'abonnement à un aîné, à un senior, par exemple, 15 jours gratuits. Et si vous le faites, vous gagnez l'abonnement complet avec tous les articles gratuits pendant également 15 jours. Voilà, c'est une façon aussi d'être tous solidaires et de faire ensemble cette information de proximité. Maintenant, on passe à des images. On disait que l'industrie, peut-être allait se porter de mieux en mieux dans notre pays. C'est notamment le cas de Kimberly-Clark. C'est une unité de production qui se trouve à Sotteville-les-Rouen, qui travaille notamment pour Kleenex. Regardez, plus 150% de chiffre d'affaires aujourd'hui. Évidemment, ils produisent des produits qui aident à respecter les gestes barrières. Kimberly-Clark, c'est un groupe multinational qui est assis sur les produits d'hygiène dans le monde entier. Pour ce qui concerne le site de Sotteville, c'est un site historique ici, une usine qui est le centre d'excellence de production de mouchoirs boîtes pour l'Europe continentale. On est extrêmement fiers de satisfaire la marque Kleenex, qui est donc un de nos fleurons internationaux. Très clairement, nos produits font partie des 4 gestes barrières qui sont aujourd'hui essentiels pour lutter contre le coronavirus. Donc la conséquence immédiate, c'est que nos ventes ont explosé. On est aujourd'hui sur des ventes qui sont à 150% des ventes habituelles. Ce qui veut dire qu'on s'est totalement mobilisé au niveau du site pour pouvoir satisfaire cette demande. Je ne vous cache pas que l'activité est extrêmement tendue actuellement. Tendue en termes de chaîne de valeur, tendue également parce que nos produits, il faut les transporter dans les magasins. Et là, ça peut être des fois aussi un petit peu difficile. Une entreprise qui emploie de l'ordre de 140 personnes, reconnaître l'engagement profond de nos salariés au travers de cette épreuve pour nous assurer de la meilleure sécurité de nos employés. Donc on a bien sûr mis des règles à l'entrée de l'usine, y compris donc une prise de température pour assurer qu'on ait une protection des personnes qui viennent travailler ou des personnes qui viennent livrer des matières ou reprendre des matières. On a mis en place des protocoles très, très spécifiques pour des tâches sur lesquelles il peut y avoir proximité entre opérateurs ou salariés dans des activités. D'une façon générale, l'hygiène des postes est réalisée au quotidien. À tout changement de poste, on a un nettoyage complet. Ce qui est important, c'est de réellement échanger, partager, nous assurer que la communication est là, que la compréhension des mesures est là également. C'est vraiment important d'écouter les préoccupations de chacun. Les familles ont aujourd'hui des épreuves qui sont particulières, que ce soit parce qu'il y a les enfants à la maison, que ce soit parce qu'on a des personnes plus âgées à la maison. Donc chacun réagit à sa manière devant cette difficulté.
Nous sommes au maximum de la capacité de l'usine. Pour nous, c'est un challenge au quotidien. Mais notre volonté, c'est d'être capable de produire plus, d'avoir justifié plus de 10 millions d'investissements sur les 2 prochaines années, ce qui va nous permettre de nous moderniser, de grandir encore notre qualité qui est notre signature, et donc d'être capable de satisfaire les clients qui utilisent la marque Kleenex ou certaines marques distributeurs au mieux. Voilà, c'est l'unité de production de l'usine Kimberly-Clark à Sotteville-les-Rouen, là juste au sud de Rouen. On le sait, le web n'a pas de frontières, ça nous fait plaisir. Les jours derniers, on a eu des personnes qui nous regardaient en Australie, qui nous regardaient, rappelez-moi, en Argentine. J'attends toujours le dulce de leche. Voilà, en Argentine, à Singapour aussi. Et puis là, on a un coucou du Bénin. Voilà, ça nous fait plaisir, donc on vous renvoie votre bonjour et on est heureux d'être avec vous. Question, juste avant de prendre en ligne Nicolas Denis, le directeur général du Crédit Agricole Normandie-Seine. Question, messieurs, qui nous vient du web, que deviennent les sans domicile fixe? Les sans domicile fixe, pardon, ça fait partie du dossier qui est paru aujourd'hui dans Paris Normandie, qui est consultable sur le web aussi. Les sans domicile fixe, donc il y a un certain nombre de centres d'hébergement qui ont été ouverts, des places d'hébergement qui ont été ouvertes dans la région, alors notamment en Seine-Maritime, à Rouen, au Havre aussi. Je crois que vous en avez parlé avec le maire du Havre hier. Il y a un centre de desserrement. Alors là, pour le coup, c'est de 80 places qui a été ouvert dans l'agglomération rouennaise. 80 places. Donc là, pour le coup, c'est un centre qui est vraiment dédié au SDF, où toutes les personnes qui vivent à la rue, qui sont suspectées d'avoir le Covid-19, qui du coup peuvent être isolés dans des chambres individuelles. Et comme je disais tout à l'heure, la réalité aussi fait que beaucoup de SDF préfèrent rester à la rue aussi, préfèrent rester seuls. Donc dans ce cas, il y a aussi des maraudes qui ont été organisées quotidiennement. Alors c'est l'ARS qui a demandé à la PAS, donc c'est l'unité du CHU qui est vraiment dédiée aux soins des personnes précaires qui sont à la rue, qui coordonne tout ça avec Médecins du Monde et d'autres associations. Donc il y a des rondes, des maraudes quotidiennes pour distribuer, pour déjà venir s'enquérir de la santé des SDF et puis distribuer des médicaments, des protections. Et puis il y a des associations qui interviennent aussi pour des distributions de nourriture parce que forcément c'est très compliqué. Les associations aussi, elles ont moins de bénévoles en ce moment à cause du confinement. Donc voilà, tout le monde se réorganise un petit peu. Alors, question également, prend-on suffisamment soin des personnes seules? On verra tout à l'heure une belle initiative, on aura la personne en ligne, justement pour aider les personnes seules, notamment à faire leurs courses, ça sera tout à l'heure, mais on en prend suffisamment soin? On l'espère. On l'espère, oui. Enfin, la question est vaste. Au quotidien, dans les EHPAD, est-ce qu'on en prend suffisamment soin uniquement là pendant la crise du Mais justement, il y a des initiatives. Il y a plein d'initiatives positives. Voilà, et on va vous en montrer une tout à l'heure. Dernière question avant de prendre notre banquier du jour en ligne. À propos de ces Français qui sont partis en vacances avant que le confinement ne se déclare. C'est pas de chance pour eux, parce que le retour est compliqué depuis plusieurs pays. On suit régulièrement les péripéties, on va dire, de ces Normands bloqués un peu partout dans le monde. Vous faites des sujets régulièrement d'ailleurs dans les... Oui, alors on a ce qu'on appelle le vu d'ailleurs, c'est-à-dire c'est le confinement vu par des Normands à l'étranger, mais aussi les couacs que peuvent rencontrer certains voyageurs. On a eu des personnes qui étaient bloquées au Maroc au tout début de la crise, on a eu des personnes qui étaient bloquées à Hong Kong, Thaïlande aussi, on a eu... Enfin voilà, petit à petit la situation rentre dans l'ordre, le ministère des Affaires étrangères a pris un peu le taureau par les cornes, il n'a pas eu le choix en affrétant des lignes, mais voilà, ça a été compliqué et il y a encore des gens bloqués et on pense à eux parce que c'est un peu galère. Puis la pandémie se déplace, donc effectivement c'est des successions, certains pays vont être bloqués, peut-être que nous à l'heure où les choses vont se libérer, c'est d'autres pays et en fonction où ces personnes sont parties en vacances, ça peut encore durer un moment. C'est-à-dire que les aéroports aussi ferment dans certains pays. Voilà, chez nous, Orly. Orly, voilà, fermé à partir de mardi soir. Donc, la situation est complexe pour eux, surtout qu'ils ne sont pas toujours assistés financièrement. Donc, on a eu le cas de personnes qui ont été obligées d'acheter plusieurs fois des billets d'avion et qui n'avaient pas été remboursés. Enfin, ça fait des dépenses faramineuses.
Je précise une chose d'ailleurs, parce que dans les médias nationaux, on utilise l'expression les aéroports ferment, et notamment Orly. Alors je précise qu'un aéroport ne ferme pas. Ce sont les lignes commerciales qui n'existent plus. En revanche, la plateforme qui permet d'atterrir avec les systèmes de contrôle aérien de la Direction générale de l'aviation civile ne ferme pas. Oui, c'est-à-dire que les plateformes peuvent toujours être utilisées. Les rapatriements peuvent être organisés, les vols sanitaires également. Voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire sur le sujet pour l'instant. Alors, le coucou du Bénin, je vous précise, messieurs, que ça va vous faire plaisir. Le coucou du Bénin, j'en parlais tout à l'heure, nous vient d'un ancien journaliste de Paris-Normandie qui est en retraite là-bas au Bénin. C'est bien ce qui me semblait. Alors, on est en ligne maintenant avec Nicolas Denis. Je vous ai qualifié, Nicolas Denis, de notre banquier du jour. Bonjour. 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 Alors, on imagine, période pas facile, alors pour nous tous, mais période pas facile non plus pour les banquiers. En quelques mots rapides, Nicolas Denis, avant qu'on passe à des questions des internautes, comment on organise la gestion de cette grande banque qu'est le Crédit Agricole? Vous êtes le patron d'une caisse régionale, Normandie-Seine, en cette période de crise aussi économique et financière. Bah écoutez, oui, période pas facile et un grand coup de chapeau à tous ceux qui sont en première ligne et en particulier évidemment tout le secteur sanitaire. Ils font un travail absolument exceptionnel. Donc pour un banquier, c'est d'abord agir en tant que chef d'entreprise et puis agir en tant que banquier. Donc agir en tant que chef d'entreprise, c'est évidemment protéger nos salariés, donc avec tout ce qu'il faut pour que lorsqu'ils sont en contact des clientèles, ils respectent les mesures barrières et ils soient protégés. C'est évidemment leur permettre de garder leurs enfants quand ils en ont, puisqu'ils sont comme nous tous concernés par l'arrêt temporaire, évidemment, des collèges, des écoles. Et puis c'est surtout accompagner l'économie du territoire, accompagner l'ensemble de nos clientèles et plus particulièrement les clientèles entreprises, professionnelles, agriculteurs, donc toutes les clientèles qui sont touchées là depuis maintenant 15 jours très très durement. Et au niveau des particuliers, Nicolas Denis, comment vous vous organisez? Est-ce qu'il y a des directives qui ont été données pour être un peu plus souple peut-être concernant notamment les remboursements de crédit avec des personnes qui aujourd'hui peuvent être en chômage partiel et qui ont une perte de salaire? Quelle est la politique finalement de la banque actuellement? Alors la politique elle concerne tout d'abord les entreprises, hein, vous l'avez compris, c'est-à-dire de dire toutes les entreprises doivent pouvoir passer cette période difficile avec un accompagnement, que ce soit un report d'échéance de crédit, la mise en place de procédures accélérées évidemment de crédit de trésorerie, et puis la distribution des prêts garantis par l'État qui ont été remarquablement mis en œuvre entre l'État et les banques. Et que nous distribuons depuis vendredi dernier. Donc ça, c'est pour le côté professionnel. Ça, c'est pour les professionnels. Alors pour les particuliers, pour répondre directement à votre question, tous les conseillers sont à disposition des clients qui ont des difficultés temporaires pour étudier vraiment des dispositifs ad hoc, soit de report d'échéance quand c'est possible, et on a des contrats qui le permettent, bien sûr, soit tout autre dispositif d'accompagnement quand le client et la famille du client en a besoin. Alors justement, Nicolas Denis, j'en profite, vous le savez, c'est en direct, on est avec nos amis internautes. Il y a des questions qui sont très compréhensibles de vie quotidienne, et j'ai même envie de dire de survie quotidienne. Par exemple, j'ai une perte de salaire. Malheureusement, c'est pas original. Est-ce que je peux reporter mes échéances de crédit et est-ce que je peux le faire sans frais ? Alors oui, vous avez des possibilités de reporter vos échéances de crédit. En ce qui concerne en tout cas le Crédit Agricole Normandie-Seine, une très grande partie de nos crédits habitat le permettent. Et on est en train justement de se structurer, de s'organiser pour pouvoir le faire. Donc c'est contractuellement possible. Vous dites les crédits habitat, est-ce qu'il y a d'autres crédits, des crédits à consommation peut-être, ou les crédits voitures, qui peuvent être concernés par ces mesures? Alors là aussi, on a la possibilité de le faire. Et le plus simple, c'est d'appeler le conseiller, de rentrer en contact avec son conseiller pour étudier une solution possible et ad hoc. Et ça, ce sont les banques qui décident chacune. Il n'y a pas eu une directive du ministère pour dire voilà, soyez un peu plus souple en ce moment, essayez de trouver des arrangements avec les clients qui pourraient rencontrer des difficultés, ou il y a quand même eu quelque chose, une communication à ce niveau-là? En fait, si vous voulez, le dispositif que l'on met en œuvre pour les banques et en accord avec l'État, c'est un dispositif pour accompagner les entreprises principalement.
Mais vraiment pour les particuliers, j'insiste. Pour les particuliers, non, mais c'est pour ça, je le dis parce que c'est très important à avoir en tête. C'est évidemment la clientèle des professionnels qui est touchée en premier lieu et évidemment les salariés dans un deuxième temps. Pour la clientèle des particuliers, le mot d'ordre du dirigeant bancaire que je suis, pour mes collaborateurs et pour les clients, c'est évidemment un accompagnement ad hoc qui correspond vraiment à la situation personnelle et avec toute la bienveillance nécessaire. Alors, Nicolas Denis, j'ai des questions. Au passage, je voudrais vraiment, je t'en prie. et j'en profite, saluer tous les collaborateurs de Crédit Agricole Normandie-Seine, très sincèrement, qui font un boulot absolument exceptionnel dans cette période complexe. Alors justement, est-ce que je peux vous demander des réponses assez courtes pour qu'on puisse égrener un certain nombre de questions qui nous sont posées? Votre présence suscite bien sûr des questionnements. Par exemple, est-ce que les salariés du Crédit Agricole sont au chômage partiel actuellement? Non, nous on a un engagement très clair. Pas de chômage partiel, on continue à payer tous nos collaborateurs. D'accord, merci d'avoir été court. Qu'en est-il des frais quand on est à découvert? Qu'en est-il des frais quand on est à découvert? Contact avec votre conseiller pour étudier toutes les bonnes solutions. La situation génère forcément une forme de manque à gagner pour les banques. Alors forcément, je ne sais pas, vous allez nous dire. Mais s'agissant du Crédit Agricole, qu'en est-il de sa solidité à l'issue de cette période? C'est une super question. On est une banque très solide. Le groupe Crédit Agricole, bien entendu, et Crédit Agricole Normandie-Seine, parmi les plus solides en Europe. Donc on n'a aucune inquiétude. On saura faire face. Et bien entendu, on sera touché parce qu'il y aura plus de risques, touché parce que l'ensemble de l'activité diminue. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas la priorité. D'accord. Question très concrète également. Je suis intérimaire et je n'ai plus de travail. J'ai un crédit voiture. Je fais comment? Vous êtes intérimaire, vous n'avez plus de travail. J'ai un crédit voiture. Là aussi, vous appelez votre conseiller. Et on trouve la solution qui vous correspond. Alors, une autre question qui nous avait été posée précédemment, et puis on l'avait gardée pour aujourd'hui, bien sûr, sachant qu'on avait cet entretien avec vous. Une jeune femme, qui a terminé ses études depuis très peu de temps, qui vient d'entrer dans la vie professionnelle. Elle a un crédit étudiant, elle l'a eu pour payer ses études. Comment fait-elle Elle se rapproche de son conseiller. J'ai un début de réponse, elle se rapproche de son conseiller bancaire, c'est ça, Nicolas Denis? Oui. Non, mais je vais me répéter beaucoup dans vos questions. Parce que, mais est-ce qu'elle peut bénéficier d'un rééchelonnement, d'un réétalement de sa dette de prêt étudiant, par exemple? Alors, on ne précise pas la banque, on ne sait pas chez qui ça se trouve. Là encore, si le contrat le prévoit, oui. Et en général, pour les crédits étudiants, c'est pas le cas. Et du coup, elle contacte son conseiller pour voir comment on peut faire face à ces situations difficiles. D'accord. Par contre, il n'y a pas de directive d'État qui permettrait de bénéficier d'une mesure favorable, sachant d'un crédit étudiant. C'était la question. Non. Si la question est, y a-t-il des directives? Oui, c'est ça. Oui. Non, ça, pour le coup, sur les sujets des crédits aux particuliers, encore une fois, c'est à la banque, donc au Crédit Agricole Normandie-Seine. D'accord. C'est au cas par cas. On parle de faire du cas par cas et avec beaucoup de bienveillance et d'écoute. Et sur les professionnels, on parle beaucoup. Enfin, Bruno Le Maire, le ministre, a évoqué les reports de charges qui devraient, pour beaucoup d'entreprises, se transformer en annulations. Est-ce qu'il va y avoir des annulations aussi de frais bancaires pour les entreprises, ou des annulations peut-être de mensualités, des choses comme ça? Est-ce que c'est envisagé pour les entreprises, cette fois? Oui, pour les entreprises. Donc, ce qui se passe pour les entreprises, c'est qu'on a des dispositifs spécifiques de report d'échéance et de crédits de trésorerie complémentaires avec les prêts garantis par l'État. Pour toutes les professionnels qui ont eu évidemment des moments difficiles à passer là dans les 15 derniers jours, on annule les frais liés à, par exemple, à des dispositifs de prélèvement par l'État qui ont été faits malgré tout. Donc tout ce qui est frais ont été annulés. Les professionnels qui nous louent évidemment du matériel pour, par exemple, un restaurateur qui a un TPE bancaire, pour faire payer les clients par carte,
Là aussi, on apporte tout ça, c'est suspendu. La suspension. Voilà, donc vraiment, c'est des dispositifs qui permettent aux professionnels de passer cette très forte crise, très intense. Deux dernières questions, Nicolas Denis, si vous le voulez bien. On nous demande, est-ce que les frais bancaires sont maintenus à leur niveau habituel ou est-ce qu'il y aurait des mesures actuelles ou à venir? Alors pour la clientèle des particuliers, Oui, c'est une clientèle qui vient vraisemblablement d'un particulier. Oui. Oui. Bah écoutez, pour ce qui concerne Crédit Agricole Normandie-Seine, on est une banque avec des services, avec des collaborateurs qui apportent une qualité de service. Donc on a effectivement des frais qui sont la contrepartie de ce service. Et on étudie au cas par cas, encore une fois, quand il y a un sujet de difficulté, et avec beaucoup de bienveillance et une extrême modération, comme ça a toujours été le cas. Oui, une question sur les marchés financiers. La bourse s'affole, nous dit un internaute. Est-ce que ça fait peur au Crédit Agricole? Alors ça fait pas peur au Crédit Agricole, ça peut faire peur aux clients, donc on est là pour lui apporter des conseils. Les marchés se sont affolés parce qu'il y avait effectivement une très forte inquiétude, surtout au départ. Depuis que la Banque Centrale Européenne joue son rôle, oui. Ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu calmé. Le paradoxe de ce que l'on vit en ce moment, c'est qu'on a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est-à-dire que dans nos clientèles qui sont aujourd'hui sur les marchés investisseurs, on a plutôt des clients qui ont envie de profiter de ce choc de marché. C'est pas vraiment un paradoxe finalement, puisque les prix ont tellement dévissé que forcément il y en a certains qui sont un peu alléchés par l'odeur du sang dans l'esprit, puisqu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir faire un sacré coup dès que la bourse va remonter. Oui, mais en général, c'est pas ce à quoi on assiste dans ces moments difficiles. Très bien. C'est la première fois qu'on le voit de cette façon-là. Dernière question, Nicolas Denis, puis on sera sur l'humain. Vous avez dit que vos salariés du Crédit Agricole Normandie-Seine étaient tous au travail. Et une personne nous demande comment vos salariés vivent-ils ça? Quel retour vous en avez? Ils se rapprochent de leur conseiller bancaire. Alors, les salariés, ils sont effectivement très engagés. Ils vivent ça comme, je pense, tous les citoyens, c'est-à-dire avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de sens de responsabilité. On a une grande partie de nos collaborateurs qui sont maintenant en télétravail, et de plus en plus. Donc, dès qu'on le peut, on le favorise, tout en assurant, évidemment, la présence dans nos agences, absolument essentielle, puisque l'activité dans les agences ne peut pas être réalisé bien sûr en télétravail, puisqu'on continue à recevoir nos clients quand ils le souhaitent. Donc ils le vivent le mieux possible, tout en étant le plus engagé possible. Merci beaucoup Nicolas Denis d'avoir accepté d'échanger avec nous dans ces conditions. C'est pas facile, le fait effectivement d'être par téléphone, ça ne simplifie pas les choses. Et puis on comprend bien que vous vous adaptez au jour le jour, donc c'est pas forcément toujours évident de communiquer et d'apporter un certain nombre de réponses. J'imagine que entre aujourd'hui et par exemple la semaine prochaine, il y aura peut-être chez vous et chez les autres un certain nombre de réponses complémentaires à apporter. Surtout du cas par cas, on voit bien. C'est beaucoup de cas par cas. On comprend bien les questions des internautes, mais effectivement, je pense que chacun a ses situations personnelles très précises et que, je crois qu'on a bien compris que la première chose à faire, c'était de se rapprocher de son conseiller bancaire. C'est ce qu'on répète aussi depuis le début. Sans aucun doute, c'est du cas par cas et les conseillers sont vraiment à l'écoute et avec beaucoup de bienveillance comme il se doit, et c'est ça le sens du Crédit Agricole. Merci Nicolas Denis. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je finis juste, c'est ce qu'on répète depuis le début. En fait, on a fait très rapidement des sujets sur les banques, situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Il n'y a aucune directive qui vient des ministères, quels qu'ils soient, mais en tout cas, les banques, toutes dans leur ensemble, on a eu à l'instant le Crédit Agricole, on a déjà parlé avec d'autres établissements bancaires. Il y a une volonté d'être un peu plus dans l'humain, effectivement, et de ne pas taper tout de suite au portefeuille. Très bien. Notre ami notre ami, c'est une façon de parler, qui nous regarde du Bénin, nous précise qu'il n'est pas en retraite, il y vit 6 mois de l'année. Voilà, c'était pour la... Salut. On le salue. Salut restez avec nous. Le docteur Sansinena, tout à l'heure, va continuer à répondre à toutes vos questions par rapport au coronavirus. Beaucoup d'autres choses, de belles initiatives solidaires aussi à suivre qui vous feront plaisir, à n'en pas douter. Et puis, là, regardez, quelques images, 1 minute 30 à peu près, d'un interview d'une infirmière qui travaille dans un EHPAD. 1 minute 30 et on se retrouve juste après. Comment vous la vivez, cette période? Stressante, on va dire. Stressante parce que beaucoup de travail en plus. Aussi de savoir qu'on peut être potentiellement contaminé, vecteur de contamination.
Le personnel aussi qui manque tous les matins, enfin à chaque quart, voir qui c'est qui va être là, qui c'est qui va pas être là. Et puis aussi la peur de perdre beaucoup de résidents avec la contamination qui peut s'étendre malheureusement. Quand vous rentrez chez vous le soir, qu'est-ce que vous faites? À quoi vous pensez? Et ben, le soir, je rentre chez moi, je prends ma douche directement. et le travail, on va dire, ne nous quitte pas, en fait, puisqu'il y a toujours cette peur. Et puis de rester en contact, savoir comment se passe aussi le quart d'après-midi ou du matin en fonction du quart où on était présent, savoir si la collègue s'en sort. Comment ça se passe pour elle, parce qu'effectivement, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, on prend des nouvelles, on s'épaule un peu comme on peut. Et puis c'est aussi, au niveau personnel, réduire un peu les contacts avec mon conjoint. Juste un extrait, c'est un extrait d'un interview qui a été mis en ligne sur pntv.fr hier soir et vous pouvez retrouver l'intégralité, ça dure à peu près 5-6 minutes, l'intégralité du témoignage de cette infirmière d'EHPAD sur pntv.fr. Je précise que c'est un reportage de Dorothée Brimont. Est-ce que nous sommes en ligne avec notre infirmier anesthésiste? Allô? Vous êtes avec nous? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, on est très heureux d'accueillir votre témoignage. Je reprécise que vous êtes infirmier anesthésiste dans un établissement de santé. Nous ne citerons ni l'établissement ni votre nom, c'était votre souhait. Mais par contre, nous sommes très intéressés par votre témoignage et nous vous écoutons. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Il y a déjà plein de choses. Quelle est l'ambiance aujourd'hui dans le service? On imagine que quand on voit déjà tout ce qui a pu être fait par nos confrères et par nous-mêmes, on imagine qu'il y a une ambiance qui est assez pesante et stressante en ce moment, que vous êtes complètement débordé. Non, ça a été complètement restructuré. C'est-à-dire que tout ce qui est opération programmée a été annulé. On ne fait que les urgences et on a restructuré la salle de réveil en soins de réanimation. Donc voilà, donc après le tout c'est une question d'organisation. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait du stress, mais une réorganisation qui fait un peu de bruit parce que c'est normal, ça fait du changement complet dans la vie professionnelle des agents. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'il y ait un stress. Et aujourd'hui, sur notre établissement, on n'est pas débordé. Peut-être juste préciser une petite chose, parce qu'effectivement, vous souhaitez rester anonyme, mais est-ce qu'on peut... vous n'êtes pas en première ligne directement face au coronavirus ? Au niveau du Covid, non, effectivement, on n'est pas en première ligne. Nous, on ne prend que les personnes qui n'ont pas de coronavirus à l'heure d'aujourd'hui. Les services spécifiques à la réanimation au jour d'aujourd'hui sont dédiés au Covid. Stress peut-être quand même, je ne sais pas, sur les conditions de sécurité, de protection, on en a beaucoup parlé, on en parle encore beaucoup aujourd'hui, sur les équipements, les masques, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, tout est OK à ce niveau-là, tout est réglé ? Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, je dis bien en ce qui concerne les établissements hospitaliers, c'est réglé. On ne parle pas des libéraux. Il n'y a pas de pénurie. Et autres. Pas de pénurie. Donc là, voilà. Par contre, nous, en ce qui nous concerne, on ne peut pas dire qu'on soit en pénurie. On fait attention. On fait attention parce qu'il ne faut pas surconsommer. On est passé, habituellement, c'était uniquement les blocs opératoires qui consommaient des masques chirurgicaux ou éventuellement FFP2. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est tout l'établissement, et tous les établissements qui en consomment à l'intérieur. Donc, de tous les établissements, c'est tout le personnel qui en consomme. Donc, forcément, ça a décuplé la consommation. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous, au niveau de notre établissement, on en manque. On vous annonce une aggravation de la situation. J'ai envie de dire un petit peu plus précisément aujourd'hui, est-ce qu'on est en mesure de vous dire à quelle période à peu près ce fameux pic va être perçu ici en Normandie ? Alors, l'avantage du confinement en Normandie a fait qu'on n'a pas été débordé. Contrairement à l'Alsace et à la région parisienne au jour d'aujourd'hui, nous, le confinement a fait c'est une montée en charge progressive. On a eu le temps de s'organiser, mais on n'est pas débordé. Le pic, grosso modo, il l'annonçait pour la semaine, mais c'est purement hypothétique. D'accord.
Voilà. Si vous me permettez, Anthony, témoignage d'une internaute ou d'un internaute. J'espère que le gouvernement prendra conscience que les établissements de santé ont besoin de personnel et pas seulement en cette période de crise que nous vivons. Voilà, je relais des témoignages qui nous arrivent. Non, je rebondisais sur ce que disait notre invité infirmier anesthésiste. Oui, allez-y. Alors le souci par rapport à ça, c'est que même aujourd'hui, alors on est en période de crise, on parle de 81 millions distribués aux hôpitaux, mais alors bon, 81 millions distribués sur 2500 établissements, il ne reste plus grand-chose à la fin. De toute façon, c'est une réforme profonde. On a beaucoup tiré sur la tarification à l'activité parce que le gouvernement, quel qu'il soit, les 3 successifs s'en sont servis pour réduire les budgets. C'est-à-dire qu'on dit il y a une activité, il y a un tarif par rapport à cette activité. Donc en fait, vous prenez une appendicectomie, on vous dit l'appendicectomie, elle est à 500 € la première année, donc il y a une quinzaine d'années, sur le tarif, en quelque sorte. On vous dit ça coûte 500 €. L'année d'après, on vous dit ça coûte 450, et ainsi de suite. Et au jour d'aujourd'hui, c'est devenu 150 €, vous imaginez. Donc en fait, on a réduit les tarifs. Tous les ans, il y avait ce qu'on appelle des coefficients prudentiels qui réduisent éventuellement en fonction du budget de l'établissement le financement pour pas que ça explose au niveau national. Donc du coup, progressivement, les établissements sont contraints. On fait peser des charges. Par exemple, quand on augmente les salaires, eh bien c'est à la charge de l'établissement. Quand on augmente les salaires. Les salaires. Les salaires, c'est à la charge de l'établissement et c'est pas le gouvernement qui injecte de l'argent en plus. Non, on fait peser ça sur le budget de l'établissement et ainsi de suite. Voilà. Si on augmente l'URSSAF, c'est sur l'établissement, on ne donne pas une somme supplémentaire ou alors modique, je dirais dérisoire et ainsi de suite. Donc ce qui fait que les établissements, quels qu'ils soient, se sont retrouvés dans des déficits ou dans des pénuries budgétaires en une dizaine d'années. Mais c'est volontaire. En tout cas, la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui met en avant effectivement tous ces problèmes. Juste un mot très bref sur les soutiens que vous recevez, vous, personnel soignant, tous les soirs à 20h en ce moment. Juste un petit mot là-dessus. Tout le monde dit que ça fait chaud au cœur, qu'ils apprécient effectivement ces soutiens. Il n'y a pas que ces soutiens 20h, il y a pas mal de professionnels artisans des environs des hôpitaux aussi qui font des dons. Et ça aussi, c'est très apprécié par le personnel. Bien, merci beaucoup pour votre Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans Ligne ouverte en direct en ce mercredi 1er avril. Nos amis les chiens, ils sont confinés un peu comme nous, mais il faut bien qu'ils aillent se dégourdir les papates. On ne les oublie pas, on est allé les rejoindre. Les papates de nos amis les chiens. Très bien. Voilà, vous regardez, on est allé promener la caméra au niveau des toutous. Depuis maintenant 2 semaines, il n'y a plus personne dans les rues, à part peut-être les chiens et leurs propriétaires en promenade. Donc là, je suis en train de promener mon chien. Donc je la promène le matin en rentrant du travail, donc vers 17h, et puis je la promène le soir en sortant. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, ce qui est très contraignant maintenant, c'est le fait d'indiquer l'horaire. Donc ça fait une multitude de papiers. Bon voilà, je la sors autant de fois, mais moins longtemps. D'habitude, je fais des balades de 1 heure. Là, reste dans le périmètre. Est-ce qu'elle le vit bien Oui, parce que c'est un chien qui est très conciliant. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est toujours plus sympa quand on a un animal de lui donner du bien-être et donc de la balader beaucoup plus. Là, je suis juste en dessous de chez moi et comme il est handicapé, il est obligé de sortir régulièrement. Donc je le laisse marcher dans le quartier. Le matin très tôt, une fois, après midi et après cette heure-ci et après vers 23h, minuit, quoi. Le soir, on profite de se promener. Et là, c'est plus découpé, mais en court temps. Il le vit, c'est un peu plus difficile puisque c'est très court. Il lui faut du temps. Donc oui, il ne le vit pas spécialement bien, mais bon, voilà, quoi, je respecte. Qu'est-ce que je fais ici? Je promène mon chien. Vous le promenez à peu près combien de fois par jour? Quand je travaille, c'est 3 fois par jour. Là, comme je suis en télétravail, c'est 5 fois. Ah oui, je pense qu'il aimerait bien que ce soit comme ça tout le temps, lui.
Et c'est un reportage de Martin Torrent, l'un de nos cadreurs plateau. On peut le voir, Martin, là-bas, avec son casque et sa caméra. Ah, donc on voit Martin tous les jours maintenant. Voilà, on voit Martin. C'est lui qui a fait Il m'a reproché hier de ne pas avoir dit qu'il était célibataire. Donc voilà. Ah, il est célibataire. Martin, si on peut le remettre à l'écran, Adrien, je me permets. Bah, c'est une information. Alors donc, nous avons le maire de Sotteville-sous-le-Val. Oui, il est célibataire, hein, d'ailleurs, ça se voit, ça se sent. Non, alors, écoutez, monsieur le maire de Sotteville-sous-le-Val, Franck Meyer, bonjour. Ne vous étonnez pas, on essaie de mettre par moment un petit peu d'humour dans cette actualité très dramatique. On est ravis de vous accueillir sur l'antenne de PNTV. Bonjour. Bonjour Franck Meyer. Bonjour. Bonjour à tous. Une première question, donc on est dans une petite commune, Sotteville-sous-le-Val. C'est combien d'habitants d'ailleurs, Sotteville-sous-le-Val? 804 habitants. Voilà, et vous n'aviez pas de marché auparavant, donc vous n'étiez pas concerné par les fermetures. En revanche, il y avait des activités, notamment un vendeur qui venait rapidement, enfin de temps en temps, pardon, pour Oui, c'est un vendeur de pizza, voilà. Et puis de fabrication sur place dans un camion ambulant. Est-ce qu'il continue son activité? Non, alors il avait déjà arrêté avant la décision de confinement, donc ce n'est pas une décision pour lui directement liée aux mesures sanitaires, mais donc effectivement nous n'avons plus de ravitaillement sur place, mais nous bénéficions de supermarchés en proximité. Quel est le rôle d'un maire d'une petite commune comme la vôtre aujourd'hui? Est-ce que de quelle mesure vous travaillez, dans quelle mesure vous restez en contact surtout avec vos administrés? Il est énorme, hein, d'abord parce que le maire, c'est lui qui organise la stratégie de prévention. Hein. Moi, ma première réunion Covid-19, ça date du 26 février. Donc, c'est pas d'hier. Hein. J'ai réuni mon bureau municipal à ce moment-là pour définir une stratégie de prévention. Le 1er mars, j'ai affiché toutes les consignes gestes barrières à la mairie. Le 2 mars, on a distribué un courrier à toute la population expliquant ce qu'étaient ces gestes barrières, puis également quels étaient les symptômes de la maladie. Et rappeler le site du gouvernement, les mesures de confinement qui pourraient avoir lieu. Ça, c'était le 2 mars qu'on écrivait les choses, hein, et que moi, je rédigeais ce courrier qui a été distribué, en expliquant qu'il pourrait y avoir un jour des mesures de confinement prises au regard de ce qui se passait en Chine, par exemple. Donc, je crois que le premier rôle du maire, c'est la stratégie de prévention et de mise en sécurité des populations. Et puis, quand il y a eu la décision de fermeture des écoles, notamment, bien, ça a été de mettre en place un plan d'accueil pour les enfants de soignants. Vous en avez beaucoup dans la mairie, alors, on a dans la ville, pardon. 6 enfants concernés sur l'ensemble de la commune au départ, parce que maintenant nous avons une situation particulière où une soignante est elle-même atteinte par la maladie. Donc ces enfants ne sont plus accueillis à l'école. Il y a une situation de confinement au domicile qui est mise en place. Donc oui, le maire a un rôle essentiel vraiment dans ces moments, et moi je pense en particulier à tous mes collègues de la région parisienne, dont pour certains j'ai des nouvelles qui ne sont pas très très bonnes. En effet, on fait partie des personnels exposés, très clairement. Monsieur le maire, on a une question d'internaute, et je la prends rapidement et tout de suite, et je vous la retransmets. Est-ce que les employés de la commune, de la ville de Sotteville-sous-le-Val sont en chômage partiel, ou quel est leur statut en général? Alors nous, les employés du service technique ont tous été mis en confinement. On a par contre sollicité du personnel pour la restauration scolaire, mais aujourd'hui ce personnel est en quatorzaine. Vous avez Parce qu'on a une situation de coronavirus, donc moi je prends les décisions de mise en sécurité du personnel comme de tout le monde. Est-ce que vous avez dans la commune des personnes âgés, isolés, qui doivent être prises en charge ou pour lesquels il y a un soutien particulier? Comme dans toutes les communes. Alors moi, demain, j'ai l'inhumation de la doyenne de mon village qui vient de décéder suite à la maladie. Et puis, j'ai, comme dans toutes les communes, une liste de personnes fragiles, isolées. Et donc, ça fait 20 personnes. Et qu'est-ce qui est mis en place pour ces personnes? Alors, il y a des référents pour ces personnes qui appellent donc tous les 2 jours. Ensuite, on a un système de livraison aussi à domicile, de médicaments, de repas, qui est proposé également pour ceux qui le souhaitent. Donc, tout cela, c'est vraiment quelque chose qui est à organiser et à anticiper, heureusement. Mais même avec l'anticipation, ça n'empêche pas que c'est toujours difficile.
à mettre en œuvre. Et puis, ce sont des mesures qui montrent bien à quel point les situations d'isolement peuvent vite devenir très très compliquées. Merci beaucoup, Franck Meyer. Merci beaucoup, monsieur le maire de Sotteville-sous-le-Val, de nous avoir porté cet écho de votre territoire et avec un témoignage et des faits qui sont très très concrets. Et c'est ça qui nous intéresse. Merci beaucoup. Merci, monsieur Meyer. Merci. Alors, vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, nous allons avoir tout de suite le docteur Olivier Sancinena. On va refaire une session de questions-réponses coronavirus. Juste avant, je voudrais passer un petit coucou à Mika. Mika est une personne qui nous suit régulièrement et elle dit bravo à Martin. Bravo à Martin, le technicien, l'un de nos techniciens plateau. Et Mika, elle enchaîne en disant bravo à toute la technique. Oui, c'est vrai. Je peux vous dire qu'ici, on travaille avec un personnel très, très, très réduit du fait de cette crise et que donc, ils font un travail technique, effectivement, qui est assez remarquable. Nathalie témoigne puisqu'elle a vu Martin à l'écran et Nathalie, elle dit Martin, très mignon. Bon, voilà, c'est son avis. On le respecte. Voilà. Et il rougit. Vraiment. Il rougit, Martin. Alors, on a le docteur Olivier Sancinena en ligne. Voilà, donc question-réponse avec l'homme de la médecine. Bonjour, docteur. Bonjour, je rappelle que vous êtes ORL et ça fait déjà plusieurs fois qu'on vous a en conseil et en dialogue sur le plateau de PNTV de Ligne Ouverte. Peut-être, comme on fait d'habitude, je vous lance pour que vous nous donniez les premiers éléments d'information que vous souhaitez porter à notre connaissance. Ok, monsieur Richon. Alors, écoutez, depuis la semaine dernière... on constate déjà, nous, ce qui est positif chez les médecins, quand même une baisse d'activité, ce qui avait été demandé par, bien sûr, le président, suite de nos conseils, chacun des spécialistes ou des généralistes, de réserver les consultations pour les soins urgents. Donc ça a été un peu difficile à faire passer la première semaine. Maintenant, au bout de la deuxième semaine de confinement, nos cabinets sont organisés avec, en effet, je dirais, 4 ou 5 consultations urgentes, bien sûr, par jour. Et ça se passe visiblement bien. Et même chose chez les collègues généralistes, avec utilisation, bien sûr, au maximum de la téléconsultation qu'on préconise vraiment à la fois les généralistes et les spécialistes. Docteur, s'agissant du confinement... on était tout à l'heure avant l'émission en ligne tous les deux. Vous avez un avis là-dessus. Dites-nous. Voilà, moi je trouve que c'est pas encore formidable ce confinement. C'est l'étape indispensable puisqu'on n'a pas décidé en France de faire un dépistage systématique. Donc il faut se confiner. Et moi j'ai encore l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas compris cette situation. On voit beaucoup de gens qui va encore faire son petit jogging, un tour de vélo, les gens qui vont acheter leur baguette tous les jours, qui vont faire des courses. Non, le danger est partout. Cette maladie est très sournoise, une contagiosité qui est vraiment énorme du virus. Et je crois qu'il faut comprendre qu'on est en sécurité absolue chez soi, uniquement. Surtout que, a priori, le confinement, jusqu'à présent, a porté ses fruits dans la région. Donc autant mettre à profit. J'entendais une épidémiologiste de l'Institut Gustave Roussy à Paris qui disait qu'il fait encore 2 autres semaines de confinement absolu. À Wuhan, en Chine, ils ont commencé à avoir une diminution de la courbe de cas après 4 semaines de confinement. Donc vous voyez, on n'est qu'à la moitié. Et je crois que là, il faut vraiment insister pour tous nos concitoyens de dire que on est au minimum encore pour 2 semaines, voire plus, mais il faut vraiment faire, si on ne veut pas que les cas continuent, parce que là, quand on ouvre la télévision, les radios, en effet, le nombre de cas double, le nombre de morts augmente considérablement. Donc, docteur, question de Thomas Dubois. Non, simplement un petit mot sur cette ouverture à Rouen dans la salle de concert du 106, qui est actuellement fermée évidemment, sur les rives de la Seine, de ce centre pour prendre en charge les cas de suspicion d'infection au Covid-19. C'est une bonne idée selon vous? Il fallait le faire? Alors oui, il était temps, je veux dire. C'est bien, oui. Après, alors... le problème, c'est aussi le problème des prélèvements. Oui, je ne sais pas comment ils sont faits. Je crois que c'est des prélèvements au niveau du nez, il me semble. Et bon, j'ai pas encore trop suivi cette situation, vous voyez. C'est pas un centre de dépistage, là, il faut bien. J'en profite pour préciser aussi. Oui. Docteur. Je crois que la solution, en effet, c'est un dépistage massif pour soigner les gens atteints.
les confiner, vous voyez. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais je ne sais pas quand ça va venir. On nous demande, est-ce que 2 à 3 mois de confinement, ce n'est pas quelque chose de totalement irréaliste? 3 mois de confinement? Oui, 2 à 3 mois. Ah non, moi j'ai bien peur que malheureusement, au vu de ce qui s'est passé en Chine, visiblement, je crois qu'on ne nous a pas tout dit, et les premiers cas remontaient plutôt à l'automne 2019. Et on voit qu'ils sont confinés, ils commencent à sortir uniquement de l'épidémie, et moi j'ai bien peur qu'on parte pour 2-3 mois. Et d'après vous, qui va être terrible. Oui, d'après vous, ça aussi. Pourquoi on ne nous parle pas de cela très ouvertement, d'après vous? C'est-à-dire que si on entend bien vos propos, vous dites qu'au mois de juin, on y sera encore. J'ai bien peur. Ouais, moi, j'ai bien peur. Et en tout cas, c'est certain que je pense que beaucoup de Français n'ont pas pris encore la notion du problème, que la contagiosité, elle est vraiment extrêmement facile. Et que il faut arrêter de sortir tous les jours, vous voyez, mais j'espère que les gens vont le comprendre petit à petit. Moi, c'est ce qui me fait vraiment peur, c'est que dans mon entourage, il y a encore des gens, on n'est pas en vacances, c'est pas des vacances, on est confinés, c'est pour casser la chaîne de transmission du virus, et si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça maintenant, les dégâts vont continuer. Anthony, une dernière question? Non, pas une question, mais plutôt un constat. Effectivement, on sait déjà que c'est jusqu'au 15 avril. Il se murmure, selon le conseil scientifique, que ce serait peut-être jusqu'au 28 avril. Les services le président a suivi jusqu'ici les avis de ce conseil. Dire après, on va partir jusqu'en mai, jusqu'en juin. Pour l'instant, on est bien d'accord qu'on n'a aucune information à ce sujet. C'est votre ressenti. Je préfère le préciser quand même pour pas que les gens qui nous regardent se disent ça y est. Moi j'aimerais bien reprendre le travail le plus vite possible. Je préfère le préciser pour éviter que les gens ne s'affolent sur les réseaux. Non, ça se base sur un sentiment personnel au vu de ce qui s'est passé en Chine, au vu de l'état, Merci docteur. Encore autour de nous, quoi. Merci beaucoup. Oui, on avait bien compris que c'était votre ressenti personnel. C'est votre ressenti personnel. Uniquement. Voilà. Merci beaucoup. D'individu et non pas de médecin. Voilà. Absolument. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous retrouvera dans les jours suivants. Et puis, pour poursuivre le cours de notre programme, quelques images en provenance des EHPAD. C'est un sujet évidemment dont on parle énormément. Ce sont des attentions qu'aujourd'hui on est obligé, mais qui sont naturelles, qui existaient déjà auparavant, mais des attentions qui sont encore un peu plus exprimées parce que les familles ne peuvent pas rentrer dans l'établissement. Donc voilà, des sourires, des simples gestes, en gardant en plus ces distances de sécurité. C'est pas simple, mais tout ça, c'est vraiment important. Au niveau de la toux, ça va? Ça s'est calmé? Ouais. Ok. Stressante parce que beaucoup de travail en plus. Aussi de savoir qu'on peut être potentiellement contaminé, vecteur de contamination. Le personnel aussi qui manque tous les matins, à chaque quart, voir qui c'est qui va être là, qui c'est qui va pas être là, et puis aussi la peur de perdre beaucoup de résidents avec la contamination qui peut s'étendre malheureusement. En fait, à partir du moment où le Covid est entré dans l'établissement, il y a eu un choc et puis les équipes se sont complètement remobilisées. On accompagne les équipes au quotidien. On ressent une mobilisation et une très très forte solidarité du personnel intérieur, du personnel remplaçant. Voilà, il y a vraiment une envie d'accompagner les résidents, de faire qu'on puisse leur proposer un accompagnement digne de ce nom. 97%, c'est bien. Aujourd'hui, on a lancé un appel aux dons depuis hier, parce qu'effectivement, on n'a pas de dotation supplémentaire pour agir, et donc du coup, on a absolument besoin de la solidarité pour pouvoir acheter du matériel, permettre de maintenir les liens, développer effectivement toutes les formes de solidarité qui pourraient nous permettre et qui pourraient permettre à la Fondation d'appréhender au mieux cet événement inédit.
Alors, on a mis en place une cagnotte sur le Litchi et puis sur le site de la Fondation. Et là, tout don est bon à prendre et permettra de soutenir et les résidents et les professionnels dans leur mission. Il y a un secteur qui ne se porte pas si mal que cela, c'est le secteur de la conciergerie. La conciergerie, c'est ce métier qui consiste à prendre les besoins des consommateurs et puis de les traiter pour eux. Par exemple, les paniers en provenance des fermes. Par exemple, on vous fait votre... Vous voyez, on voit des images là et ils vont livrer. Par exemple, on vous fait votre contrôle technique. Enfin bon, ça c'est quand tout marchait bien encore. Mais là, il semble que la conciergerie, entre guillemets, profite de cette situation. Est-ce qu'on a, le Nicolas Vautier en ligne? Ah, on ne l'a pas en ligne. Eh bien, écoutez, on le retrouvera demain pour justement vous parler de ce service de la conciergerie. Et on vous montre aussi des secteurs économiques qui, entre guillemets, réussissent malgré tout à tirer leur épingle du jeu. On a en tout cas David Goudet en ligne. Thomas et Anthony. Salut David. Bonjour David. Bonjour Alors Anthony. David, Bonjour ça fait que nous nous retrouvons à Vernon, puisque David Goudet, vous êtes journaliste à la rédaction locale de Vernon. Et puis nous poursuivons avec vous aujourd'hui notre petit tour des territoires. Avec la question traditionnelle, quelle est l'ambiance à Vernon? Comment ça se passe en ce moment, que ce soit au niveau des conditions de travail et puis, je veux dire, l'ambiance générale dans la ville, comment vous la ressentez? Bien, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une belle journée déjà, donc ça met un peu de baume au cœur aussi pour tout le monde. Bon, les conditions de travail sont bien évidemment, comme pour tous les collègues du journal, un petit peu compliquées, mais bon, il faut faire avec. Beaucoup de télétravail, beaucoup de téléjournalisme aussi, si je puis dire. Voilà, on essaye avec mes deux collègues, Célianic, donc qui est l'autre journaliste qui est en poste à Vernon, et Mariam Fournier qui s'occupe du secteur de Gisors-les-Andelys, de mesurer, d'optimiser chacun de nos déplacements pour nous protéger nos proches et aussi protéger tous ceux qu'on pourrait être amenés à rencontrer, à croiser dans l'exercice de notre métier. Je crois que c'est important. Il y a des initiatives particulières qui ont été prises sur Vernon, des choses peut-être plus remarquables à souligner? Alors il y a eu beaucoup d'initiatives, comme partout en Normandie et en France, bien évidemment. Dernièrement, on a eu une initiative assez intéressante qui est un peu amplifiée en raison de la personnalité de la personne qui l'a initiée, à savoir David Gallienne, qui est le chef étoilé du Jardin des Plumes à Giverny, voilà, on voit les images, 5-10 minutes en voiture de Vernon. Donc David Gallienne est candidat actuellement de la 11e saison du concours culinaire Top Chef sur M6. Voilà, qui d'ailleurs la nouvelle émission est diffusée ce soir. Et donc David a, grâce à une chaîne de solidarité locale, petits producteurs, fournisseurs, mais aussi quelques enseignes, grande distribution, traiteurs, etc., a pu mettre en place une initiative assez originale. Voilà, à savoir que à compter d'aujourd'hui, il a entamé sa première livraison aujourd'hui. Il va livrer quotidiennement 160 repas aux unités Covid-19 de 3 centres hospitaliers, celui de Vernon, celui d'Évreux et un autre centre hospitalier dans les Yvelines, à savoir celui de Mantes-la-Jolie qui est à la frontière de l'Eure. Voilà, très chouette initiative en tout cas. Des repas concoctés par un chef pour les équipes soignantes. Voilà, alors pas de fioriture, pas de fantaisie. Oui. On va à l'essentiel, mais bon, il y a toujours cette petite touche, voilà, du chef, on va dire. Et puis d'excellents produits. Voilà, une belle solidarité, effectivement. Voilà, mais il y a d'autres initiatives qui sont plus ponctuelles, des pizzerias, des commerces d'alimentation aussi qui font des livraisons. Voilà, il faut pas les oublier parce que bon, c'est plus obscur peut-être, mais il y a également un élan de solidarité pour soutenir nos personnels soignants qui se voient partout en ville. Merci beaucoup David Goudet. Merci, pour David. cet écho en provenance de la région de Vernon, et puis vous nous avez emmené à Giverny, ce qui n'est pas désagréable du tout. Tiens, ça me fait penser... Au revoir David, à bientôt. Prenez soin de vous, au revoir. Merci, et à vous aussi. Ça me fait penser à Michel Bussy, Giverny. Vous savez pourquoi, messieurs? Oui.
Et c'est pas le tout, Anthony, de dire oui, il faudrait. Pourquoi Michel Bussy? Pour son roman, oui. Le roman, le titre du roman c'était Nymphéa Noire. Nymphéa à Noir. Oui, tout à fait, qui a été adapté d'ailleurs en BD, une superbe BD. Nymphéa à Noir, donc on peut dire que c'était un des premiers, dans la chronologie Michel Bussy, il venait assez tôt. Belle intrigue, et puis belle mécanique, évidemment, comme toujours avec Michel Bussy, qui surprend avec une révélation finale très très difficile à imaginer pendant qu'on est en cours de lecture de l'ouvrage. Il y avait d'ailleurs dans Nymphéa Noir une institutrice, moi, qui m'a fait rêver. La description qu'en faisait Michel Bussy. On vous laisse, si vous voulez. Donc le confinement se termine pour Sylvain Richoux. Bon, écoutez, en tout cas, on enchaîne avec, et puis on s'achemine vers la fin de ce programme d'aujourd'hui, de ce mercredi 1er avril. On a lancé un appel hier, on va dire sur les ondes. Eh bien, cet appel a été récupéré, notamment par Alex Carpentier. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant du cabinet immobilier Sauvage Gestion. Et puis, vous nous faites part de ce qu'on appelle une belle initiative. On vous écoute. Alors oui, sur l'impulsion de notre fédération, la FNAIM, on a recensé des appartements meublés que l'on avait libres, pour lesquels, avec les propriétaires de ces biens, on a eu l'autorisation et leur accord de les mettre à disposition de soignants qui sont actuellement au CHU principalement sur les urgences du coronavirus. Vous êtes sur Rouen, excusez-moi, mais on précise peut-être. Oui, tout à fait. Donc c'est uniquement donc sur Rouen. D'autres cabinets sont en train de se mettre dans toute la région et même toute la France dans ce schéma d'action où le cabinet immobilier prend en charge tous les frais subséquents d'énergie, électricité, nettoyage à la sortie et garantissant au propriétaire la restitution de son appartement à la fin de cette crise dans un état tout à fait normal. Vous en avez eu combien d'appartements ? Alors pour l'instant, on en a 3 qui vont être occupés et on a eu pas mal d'appels pour réorganiser ça avec d'autres logements. Donc on a ce soir un interne en réanimation qui est à plus de 50 km de Rouen qui rentrera et lundi on a 2 autres internes et petit à petit comme ça on remplit les logements. Bien, écoutez, merci. C'est une belle initiative. Merci, monsieur Carpentier, d'avoir témoigné. Et puis, on vous souhaite effectivement que cette initiative continue à trouver son succès. Merci à vous. Merci. Et puis, si vous qui nous regardez, eh bien, comme monsieur Carpentier, vous souhaitez intervenir, puisqu'il a récupéré notre appel, la balle au bon, si je puis dire, eh bien, vous pouvez nous joindre par mail pntv@parisnormandie.fr et puis également par téléphone. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Pendant ce temps-là, on va terminer avec le dernier sujet du jour. Anthony, c'est vous qui nous l'avez proposé. On va joindre Mathieu Farcy. Faites-nous peut-être une présentation, un lancement, le temps que on le récupère au téléphone. Oui, Mathieu Farcy, c'est un comédien voix rouennais qui donc on peut entendre sur des extraits audio ou dans des spectacles qui se produit parfois dans des lieux un peu insolites, mais toujours dans une ambiance très particulière. Il va développer là pendant le temps du confinement des lectures pour des personnes via les réseaux sociaux, donc des lectures à la base pour les enfants handicapés, mais aussi qui seront ouvertes à tous. Voilà, et il est en ligne. Et il est en ligne. On va pouvoir en parler avec vous, Mathieu, ça va être plus simple. Bonjour, je suis bien là. Eh bien voilà, bienvenue sur le plateau de Ligne Ouverte. Alors, on a peut-être quelques images quand même qu'on peut diffuser juste avant de vous donner la parole. Normalement, on a quelques images, un extrait que vous nous avez fait parvenir. Madame, dit le bon roi, puisque vous êtes une fée, vous devez savoir tout ce que je souhaite. Je n'ai qu'un fils que j'aime beaucoup. Et pour cela, on l'a nommé le prince chéri. Faites-la jeûner au pain et à l'eau. Mettez-la dans une prison si elle continue à ne vouloir pas vous épouser. Faites-la mourir dans les tours. Alors Mathieu, en quelques mots, là on vous a vu lors d'une prestation passée. C'est quoi le rôle exactement d'une voix au quotidien ? Au quotidien, au quotidien, c'est effectivement de parler. Mais dans mon métier de comédien, c'est de véhiculer effectivement des messages, d'interpréter des personnages, de les faire vivre. Et donc à la voix, comme vous l'avez entendu dans les extraits, ça passe aussi, en ce qui me concerne, par
la transformation vocale pour créer d'autres personnages et puis essayer de faire émerger dans l'imagination des auditeurs un petit peu ce personnage-là. On peut retrouver certaines de vos lectures sur une plateforme qui s'appelle Ocha, si je me souviens bien. Est-ce que vous sentez depuis le début du confinement qu'il y a une hausse de la demande pour ce type de contenu ? Alors, concernant le podcast La Voix Haute, sur Ocha, effectivement, j'ai vu qu'il y avait une très forte augmentation de la fréquentation dès les premiers jours du confinement, puis là, ça s'est un peu tassé. Mathieu Farcy, est-ce que, comme d'autres artistes, vous avez choisi de pratiquer votre art ou de communiquer de façon un peu particulière au cours de cette période de confinement ? L'idée m'est venue, et puis là, l'Adapte Normandie m'a proposé justement de faire une lecture pour des enfants, ce que je vais tenter tout à l'heure à 15h en direct. Et donc je pense que si l'opération réussit bien, recommencer plus régulièrement de faire des petites lectures comme ça en direct sur certains thèmes un peu pour tous les publics. À 15h en direct, sur quel, pouvez-nous juste préciser sur quel, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette lecture très précisément ? Ce sera sur la page Facebook de l'Adapte Normandie, L-A-D-A, BT Normandie. Voilà. Mathieu Farcy, on est en direct, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Et je vous retransmets le coucou amical de Mika qui vous félicite, qui vous dit bravo, parce qu'elle est aussi saltimbanque. Voilà, c'était il, pardon. Merci beaucoup. Pour conclure, parce qu'on ne va pas vous retenir trop longtemps, mais est-ce que vous pouvez nous faire peut-être une petite lecture, un extrait coup de cœur d'un livre que vous aimez particulièrement ou quelque chose qui nous ferait un peu voyager ? Oui, volontiers. J'ai un petit extrait du Petit Prince. Eh bien, on vous écoute, alors on va se laisser bercer par votre voix. Donc on arrive au moment où le Petit Prince va quitter notre monde, donc il va dire adieu aux roses, il dit adieu aux renards. Le Petit Prince alla revoir les roses et, satisfait, leur dit « Vous êtes belle, mais non pas comme ma rose. Vous êtes comme était mon renard avant que je ne l'apprivoise. Vous êtes comme 100 000 autres roses. Mon renard est désormais mon ami. Il est unique au monde. Ainsi, ma rose à moi est plus importante que vous toutes parce que c'est elle que j'ai écoutée, soignée, arrosée et protégée du vent. » Heureux, il revint en courant vers le renard. « Adieu, dit le Petit Prince. » « Adieu, dit le renard. Avant que tu t'en ailles, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Bien, merci beaucoup, Mathieu. C'est vrai que ça donne envie de se replonger. Le Petit Prince, enfin, c'est la magie. Hein. On peut quand même le rappeler, Le Petit Prince, l'un des 2 ou 3 ouvrages mondiaux avec la Bible à avoir été le plus diffusé, le plus édité sur la planète. Hein. Merci Antoine de Saint-Exupéry. Mathieu Farcy. Et merci. Non, alors je vous ai appelé Antoine de Saint-Exupéry. En fait, c'est pas une insulte, hein, Mathieu Farcy. Non, ok, ça c'était pour le joke. Merci beaucoup, Mathieu Farcy, de nous avoir fait rêver. Une dernière précision, si vous me permettez. Oui. En même temps, avec le confinement, effectivement, je crée une petite solidarité avec d'autres podcasts pour enfants. Et à partir d'aujourd'hui, et pendant 3 mercredis du mois d'avril, vous pourrez aussi m'entendre sur le podcast Talming. Les petites histoires de Talming. Bon. Comment vous écrivez ça ? T-A-L-E-M-I-N-G. Oui, T-A-L-E comme tail, les contes en anglais. Hein, ça doit être ça. Tout à fait. Voilà. Et puis, comme on est dans l'audiovisuel ici, faites de la radio, hein, vous avez une belle voix. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Mathieu. Voilà, au revoir. C'est terminé. Il est l'heure, messieurs, d'aller manger. Hein. Il est 13h10, on est en direct. Et merci à vous d'être restés avec nous. Et on vous retrouve avec grand plaisir demain, même plateau, Studio 107 et en direct dans Ligne Ouverte. Au revoir, Thomas. Pas là demain. Vous ne serez pas là ? Je serai là vendredi. Vendredi, génial. Et quant à vous ? Si Thomas n'est pas là, je ne suis pas sûr. Ah bon, vous n'êtes pas sûr ? Je ne vais pas me retrouver tout seul quand même. Voilà, merci à vous, messieurs, et merci à vous surtout qui nous suivez. Au revoir. Merci à tous et restez chez vous. Ah, t'as pas fait les courses, chérie ? Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Putain, confinement. Séquestration, mais carrément. Non mais le ridicule de la nana, quoi. Je suis sortie, moi.
moi avec carrément un masque, des gants et tout. Et puis les gens, comme ça, c'est les vacances, pas du tout. C'est pas du tout le confinement, oui. N'importe quoi, il s'est bien moqué de moi. C'est ça. En fait, tu t'es bien moqué de moi. En fait, parce qu'en fait, tout à l'heure, je suis sortie, il n'y a pas de confinement du tout, en fait, c'est ça. Je suis sortie, je les ai vus, les gens, en fait. Donc, moi, j'étais là, manouille, avec mon masque, mes gants et tout. Personne n'a de masque, en fait. Tout le monde se balade et tout, genre, en mode, c'est les vacances. Alors, au début, je suis revenue, j'étais carrément fâchée. Je me suis dit, oh là là, quelle espèce de gros mufle et tout. En fait, ils me séquestrent. Il n'y a pas du tout de confinement et tout. Et non, en fait,